Le syndrome de Wobbler. Ce nom est presque un peu mignon, non? Mais attention, derrière ce mot se cache une maladie neurologique vraiment sérieuse qui touche surtout les grands, voire les très grands chiens. Ce wobble, cette démarche un peu chancelante, eh bien c'est juste la partie visible de l'iceberg. Allez, on va plonger ensemble pour voir ce qui se passe vraiment. Alors la question qu'on se pose tous, mais pourquoi est-ce qu'un chien chancelle? C'est la question clé. Parce que soyons clairs, ce n'est pas juste de la maladresse. Pas du tout. Cette démarche instable, c'est comme une sirène d'alarme qui nous dit que quelque chose de grave se passe à l'intérieur. Et la réponse, elle se trouve ici, dans le cou. Plus précisément, au niveau de la colonne cervicale. Ce qu'on voit, c'est une compression de la moelle épinière. Faut imaginer la moelle épinière comme une autoroute de l'information qui relie le cerveau à tout le reste du corps. Et là, sur cette autoroute, il y a un énorme embouteillage. Les informations, les signaux nerveux, n'arrivent plus à passer correctement. Ok, pour y voir plus clair, voici notre plan de route. On va d'abord définir ce qu'est le syndrome de Wobbler. Puis, on verra qu'il en existe en fait deux types. On s'intéressera ensuite au diagnostic, aux options de traitement, médicales ou chirurgicales, et enfin, on regardera les perspectives à long terme pour ces chiens. Allez, c'est parti. Première étape. Qu'est-ce que le syndrome de Wobbler exactement, d'un point de vue médical? Bon, le nom scientifique c'est spondylomyélopathie cervicale, ou SMC pour les intimes. Mais pour faire simple, c'est un peu comme si la moelle épinière était pincée au niveau du cou. Et cette compression, elle vient complètement perturber le passage des messages nerveux. Résultat, des problèmes de coordination et cette fameuse démarche chancelante. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que la SMC, ce n'est pas une seule et même maladie. Non, il y a en réalité deux formes bien distinctes. Et on va voir que comprendre cette différence, c'est la clé de tout pour le diagnostic et le choix du traitement. Alors d'un côté, on a la forme qu'on appelle associée au disque. Elle touche plutôt les Dobermans d'un certain âge. En gros, un disque entre les vertèbres sort de son logement, il fait une hernie et vient écraser la moelle par en dessous. Et de l'autre côté, on a la forme associée à l'os. Là, c'est différent, ça touche des chiens très jeunes et de race géante. Le problème, c'est une sorte de croissance osseuse anormale qui vient pincer la moelle, mais cette fois par le dessus et sur les côtés. Et visuellement, la différence est frappante. Pour la forme discale, la moelle est carrément poussée vers le haut. Pour la forme osseuse, la compression vient l'enserrer, comme dans un étau, par le dessus et les côtés. On a donc deux mécanismes totalement différents, mais le résultat est malheureusement le même. Une catastrophe pour la mobilité du chien. Bon, maintenant qu'on a vu ça, la question c'est comment les vétérinaires font pour savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur du cou? Comment poser le bon diagnostic? Eh bien, c'est là que l'imagerie de pointe entre en jeu. L'outil numéro 1 pour ça, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. C'est vraiment puissant. Sauf qu'il y a un petit « mais ». Une IRM classique, ça se fait avec le cou bien immobile, en position neutre. Le problème, c'est que le syndrome de Wobbler, c'est souvent un problème dynamique. Ça veut dire que la compression, elle peut s'aggraver, voire n'apparaître que quand le cou bouge. Et c'est exactement pour ça que les spécialistes utilisent une technique plus avancée, l'IRM cinématique. L'idée est toute simple, mais elle change tout. On fait les images pendant qu'on bouge le cou du chien, en extension et en flexion. Et grâce à ça, on peut voir des compressions qui étaient complètement invisibles sur une image statique. Et les résultats sont sans appel. Avec cette imagerie dynamique, on découvre beaucoup plus de points de compression. Mais le plus important, c'est ça. Pour un tiers des chiens, le site de compression le plus grave n'est pas celui qu'on pensait au départ. Ça change complètement la donne. Et cette info, elle est cruciale, absolument fondamentale pour bien planifier la chirurgie. Alors, une fois qu'on a un diagnostic ultra précis grâce à l'imagerie, on arrive à un carrefour, une décision majeure, traitement médical ou chirurgie. Regardons les chiffres pour la forme osseuse. Et là, c'est clair, net et précis, la chirurgie est largement gagnante. 67% des chiens opérés vont mieux sur le plan neurologique. Et si on ajoute les 29% dont l'état arrête de se dégrader, ça nous donne un résultat positif dans 96% des cas. C'est juste énorme. Maintenant, comparons avec le traitement médical pour la forme discale. Et là, le tableau est beaucoup plus sombre. Seulement 15% d'amélioration. Pire, dans 45% des cas, soit presque la moitié, l'état du chien continue de se détériorer. L'écart entre les deux approches est abyssal. Il n'y a pas d'autre. Pour bien comprendre, suivons le parcours d'une chirurgie en images. Tout par delà, le problème. Cette masse sombre qu'on voit sur l'IRM, c'est le disque intervertébral qui est en train d'écraser, de comprimer violemment la moelle épinière. Ensuite, l'intervention. C'est une opération extrêmement délicate, évidemment. Le chirurgien doit retirer ce qui cause la compression, tout en faisant attention à ne surtout pas abîmer la moelle épinière juste à côté. C'est un travail d'orfèvre, un véritable travail de haute précision, au millimètre près. Et voilà la solution. Une fois la compression retirée, on vient stabiliser la zone avec une plaque et des vis.
La moelle épinière peut enfin respirer, elle a de nouveau de la place pour fonctionner normalement, et en plus, la colonne est solidifiée pour éviter que le problème ne revienne au même endroit. Très bien. Et sur le long terme alors, quelles sont les perspectives pour ces chiens une fois le choix du traitement fait? Ce tableau résume tout parfaitement. Que ce soit pour la forme osseuse ou la forme discale, la chirurgie donne des taux d'amélioration spectaculaires. On parle de 67 et même 79%. Pendant ce temps, le traitement médical, lui, se solde par une détérioration dans quasiment la moitié des cas. La conclusion est limpide, le bon choix thérapeutique a un impact immense. Mais il y a un chiffre qui est peut-être encore plus parlant. Au-delà de l'amélioration de la qualité de vie, la chirurgie allonge la durée de vie. La survie médiane passe à 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, avec la chirurgie, contre seulement 43 mois avec le traitement médical seul. Ça fait plus d'1 an de vie en plus. C'est juste énorme. Et on termine en se tournant vers l'avenir. L'imagerie progresse, les implants chirurgicaux sont de plus en plus performants, alors quel nouvel espoir pour ces chiens? Des interventions peut-être moins invasives, des diagnostics encore plus précoces, ou qui sait, des solutions pour des cas qu'on juge aujourd'hui inopérables. Une chose est sûre, le futur de la neurologie vétérinaire s'annonce passionnant.